3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne. Adrien Dumas nous accompagne également ce soir. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et nous accueillons également Antoine Post. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant de portefeuille chez Constance Associés. Les enseignements du petit coup de chaud sanitaire avec la séance de sell-off appuyée de vendredi, notamment sur les marchés européens. On notera que Wall Street jusqu'à présent a un peu mieux résisté. Qu'est-ce que cette séquence nous apprend en fin d'année de la fragilité des forces de marché et puis peut-être quelques enseignements aussi sur le plan de la pandémie et de son impact sur l'économie. Antoine. Écoutez, tout d'abord, je pense qu'il y a peut-être eu un peu de surréaction de la part des marchés. On l'a vu vendredi, on était assez surpris chez Constance Associés de l'ampleur de la réaction et des mouvements de marché. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, on a assez peu d'informations sur ce nouveau variant. Et donc, il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Des scénarios qui peuvent faire une différence assez importante, puisque si, comme les premiers signes semblent le montrer, le variant est plutôt, disons, modéré en termes de symptômes, malgré une contagiosité élevée, on pourrait avoir un impact sur l'économie qui serait minime, de l'ordre de 0,25%, donc quasiment inexistant par rapport aux prévisions actuelles. Si d'un autre côté, effectivement, le variant s'avérait être beaucoup plus destructeur et l'équivalent plutôt de ce qu'on a actuellement avec le Delta, là on pourrait voir des prévisions économiques divisées par 2. Mais il ne faut pas oublier aussi que tout ça est à pondérer par les secteurs d'activité. Vous parliez de l'hospitalité, du tourisme notamment, qui seraient bien évidemment plus affectés. D'autres secteurs, on l'a vu lors de l'année 2020, ont aussi eu leur carte à jouer et s'en sont très bien tirés. On peut penser à la tech, au cloud, aux réseaux sociaux, etc. Et justement, fort de cette expérience de 18 mois, le marché a réagi de manière... Alors, l'excès dans la baisse, effectivement, mais quand on regarde la composition sectorielle, la discrimination qui a pu être faite, est-ce qu'il y a eu un peu de rationalité quand même dans la manière dont le marché réagit justement à cette résurgence épidémique ? Vendredi, assez peu, je dirais. Assez peu vendredi. Généralement, c'est aussi le propre de nos sociétés et de la bourse actuelle qui passent beaucoup par des ETF, donc des groupements de valeurs. On a vu vraiment une vente globale sur toutes les catégories. Mais depuis lundi, on commence à avoir un affinage qui se fait avec le tourisme, les compagnies aériennes qui continuent de chuter et d'autres valeurs qui, au contraire, se reprennent et reprennent leur chemin. Vous le disiez notamment dans votre édito d'introduction. Adrien, on est... alors, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'on aura des précisions sur ce variant Omicron, ses mutations et ses implications éventuelles sur le plan sanitaire. En attendant, on est dans une phase... émotionnel de marché, il va falloir l'accepter pendant quelques jours, quelques semaines peut-être encore là. Oui, une phase de volatilité c'est sûr, c'est-à-dire qu'on avait ouvert, je pense il y a une dizaine de jours, une phase de retour de la visibilité, on avait confirmé à Jérôme Powell, on s'était déjà préparé au scénario de tapering, de hausse des taux l'année prochaine, et puis là est venu se mettre effectivement un nouveau grain de sable dans cet agenda qui a perturbé justement ce scénario qu'on avait commencé à établir, et donc effectivement qui a un peu perturbé les marchés. Sur la journée de vendredi, je pense qu'il faut juste quand même rappeler que c'était le week-end de Thanksgiving, qu'il y avait une seule demi-journée de cotation aux États-Unis, la majorité des market makers n'étaient pas là. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement eu un mouvement de surréaction et que tout ça s'est un peu plus normalisé, je trouve, en début de semaine. Mais oui, ça pose effectivement des questions, notamment sur certains secteurs. Je pense qu'il est intéressant en termes de réaction des autorités, ou en tout cas des pays, c'est la fermeture des frontières. Là, on voit bien que le sujet, c'est on essaie de circonscrire le sujet et surtout de ne pas le faire rentrer dans sa propre géographie pour s'éviter les enjeux de discussion sociale et citoyenne sur qu'est-ce qu'on remet en place comme mesure de confinement. Et voilà, je pense qu'on en est dans cet état-là où, en fait, à chaque fois qu'on voit un risque apparaître, la première décision, c'est la fermeture des frontières. Donc, ça impacte effectivement beaucoup plus, de manière plus marquée, les activités liées au loisir ou au tourisme, que d'autres secteurs qui avaient été effectivement impactés par des fermetures de magasins, entre autres, ces 18 derniers mois, qui me semblent être là, pour l'instant, en tout cas, des scénarios moins probables là, à court terme. Alors, effectivement, ça dépend de la sévérité du variant, mais voilà, je trouve que donc, dans tout ça, le marché a finalement, je trouve, pas trop mal adressé dessus et intégré ces éléments. Ouais. Est-ce que c'est une vague comme les autres ? Est-ce que la peur du virus peut remonter ? On voit effectivement que les fonctions de réaction sont très rapides sur le plan des décisions des États, des gouvernements, des policymakers. Attention particulière des banquiers centraux, mais les organisations, les entreprises, les hommes et les femmes qui y travaillent, est-ce qu'on est dans une situation où la peur du virus, qui avait quand même considérablement disparu et qui permettait justement un fonctionnement beaucoup plus normal de l'économie, même si la pandémie était toujours présente, est-ce que cette peur peut remonter, Igor ? Non, mais on est beaucoup mieux préparé aujourd'hui contre le virus, éventuellement ses variants.
On ne peut pas dire que c'est la même peur du virus aujourd'hui qu'en mars 2020. Moi, j'ai plutôt une analyse sur la journée de correction plus mesurée. Je pense que c'est ni exagéré, ni inconstant. Bon, le CAC est toujours un indice un peu plus volatile. Les indices américains ont baissé, mais il faut regarder aussi la tendance précédente qui était exceptionnelle, avec des records battus. Donc, qu'il y ait une respiration dans une journée de liquidité aussi particulière, ça me semble assez logique. Après, on n'avait pas vu ces journées. Ça se coïncide avec, évidemment, ces nouvelles sur le virus. Après, le virus, finalement, ce qu'il faut regarder maintenant, on en parlait au début, c'est sa mortalité, sa contagiosité. C'est important, mais ce qu'il faut voir, nous, on regarde 2 métriques. C'est le nombre de lits en réanimation, et ça débouche sur un nombre, malheureusement, de morts. Et puis la couverture vaccinale, boostée, non boostée, 3e, 4e fois. Et on regarde généralement Israël, qui est un bon proxy, même si c'est un pays particulier. Bref, mais c'est quand même ceux qui sont très en avance sur la gestion de cette crise. Donc, on n'est pas sorti d'une petite zone de volatilité. D'ailleurs, les marchés n'ont pas vraiment remonté. Non, on est vraiment un cran en dessous. Oui, est-ce que c'est illogique après cette année un peu hors norme, mais l'année d'avant qui était un peu hors norme? Non, parce qu'on en parlait avant l'émission, la pandémie n'a pas complètement disparu. Donc, on ne peut pas la désintégrer ou la sortir de notre scénario de marché et de notre scénario macroéconomique. Parce que, comme ce qui était dit auparavant, dès qu'il y a une fermeture de frontières ou risque de confinement, l'activité économique, elle va forcément, et on commence à entendre sur le dernier mois de croissance économique en zone euro, peut-être pas de croissance, ça a un impact. En fait, les marchés, l'épidémie, je ne dis pas que les marchés sont totalement désintéressés du nombre de morts, mais on sait, dans les situations de guerre, les marchés ne regardent pas forcément ces sujets, mais les marchés, ils réagissent à l'activité économique. Bien sûr. Petite parenthèse, là, il y a un titre qui se fait un peu tarter sur le marché américain, c'est le titre Moderna, Antoine, qui perd 7,5%. Comment on peut expliquer, alors que ça remet une attente très forte sur Moderna et les autres producteurs de vaccins qui ont montré une efficacité certaine, évidemment, jusqu'à présent. Stéphane Bancel, PDG de Moderna, s'est largement exprimé depuis 24 heures par voie de presse et de médias. Comment on peut expliquer cette réaction de marché négative là, sur le titre, Antoine ? Peut-être une mauvaise réaction des investisseurs, justement, puisque la communication de Moderna est assez divergente de ce qu'on a pu voir chez Pfizer, de ce que l'université d'Oxford a publié également en début de journée. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, les investisseurs se disent aussi qu'ils voudraient un peu prêcher pour sa paroisse. On ne peut pas forcément lui reprocher, mais en accentuant le trait pour essayer justement de doper le nombre de commandes. On sait que Moderna avait quand même pris du retard dans les livraisons de vaccins par rapport à Pfizer. Et donc, ça pourrait être un coup de bluff pour essayer justement de remettre un peu de momentum sur la société. Et effectivement, c'est le pire performeur du S&P aujourd'hui. Donc, je pense que l'accueil des investisseurs a été plutôt froid, effectivement. Non, mais c'est un vrai sujet, parce que, on peut pas lui reprocher, j'en sais rien, mais en tant qu'actionnaire, si Stéphane Bancel parle trop vite pour dire des choses qui sont très divergentes de ce que le consensus scientifique nous dit aujourd'hui, ça peut être un sujet quand même pour l'investisseur et pour l'actionnaire. Tout à fait. Là-dessus, effectivement, c'est un sujet. Après, on sait qu'aujourd'hui, et principalement à l'aube de cette crise, il y a des communications qui sont faites extrêmement rapidement. Pfizer a été très transparent dès le début en disant qu'il leur faudrait 2 à 3 semaines le temps de procéder au test et d'avoir de vrais résultats sur la pertinence ou non des vaccins vis-à-vis du variant Omicron. Et le CEO de Moderna a peut-être voulu mettre la charrue avant les bœufs et ça lui est pour le coup clairement imputé sur les cours boursiers de sa société. Bon. On verra effectivement quelles sont les informations plus fermes peut-être qu'on obtiendra dans les prochains jours sur ce variant Omicron. En attendant, là, petit tour de table sur comment on intervient dans une phase de marché délicate comme ça, là, chez Constance Associés. D'ailleurs, est-ce que vous êtes intervenu ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà eu des opportunités à saisir ? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt l'idée d'alléger les positions ou de ne rien faire, ce qui est toujours une décision de gestion à considérer également. Comment est-ce que vous êtes intervenu par rapport à cette situation, Antoine ? Alors oui, nous sommes intervenus dès vendredi. On a renforcé un petit peu quelques positions de l'aéronautique notamment. On pense vraiment que c'est une tendance de croissance à long terme et on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux entre la pandémie mais aussi les enjeux environnementaux
signaux qui ont plutôt un impact négatif et on entend beaucoup de bruit autour d'une réduction du trafic aérien. C'est pas notre lecture à l'heure d'aujourd'hui, puisque il ne faut pas oublier que dans nos pays développés, on peut avoir cette prise de conscience, mais il y a aussi beaucoup d'économies en développement avec des classes moyennes qui sont en cours d'émergence, et ces gens-là auront des besoins et des volontés de voyager. Donc on reste assez boule sur toute l'industrie aéronautique dans son ensemble. Quand bien même il y aura un décalage en matière de réouverture des frontières et des économies. C'est juste, on prend un peu de retard, mais le cas d'investissement pour vous reste solide. Oui, tout à fait. Chez Constance Associés, on est vraiment sur cette lecture long-termiste, et donc là-dessus, on voit effectivement ça comme un très gros caillou dans la chaussure, effectivement, mais ça n'en reste pas moins qu'un décalage dans le temps d'une activité. Ce qui est terrible, non, mais sur l'aéronautique, c'est intéressant parce qu'il y a une semaine, 10 jours, c'était le salon de Dubaï, et donc Airbus, par exemple, engrangeait les plus grosses commandes post-Covid, et c'était quand même un signal très fort, justement, de confiance, de retour de cette activité aéronautique, donc à travers les constructeurs, mais également à travers des compagnies aériennes qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Hein. Donc, tout à fait. C'était ce dont on parlait il y a encore une semaine. Airbus est en plus renforcé par toute l'histoire Boeing, avec le 737 MAX, qui a quand même fait un certain nombre de séquelles, au moins dans l'opinion publique, mais aussi peut-être chez certaines compagnies aériennes. Et donc, nous, notre vision sur l'industrie aéronautique, et particulièrement européenne, une fois n'est pas coutume, est plutôt assez positive dans les années à venir. Ouais. Sur les interventions de vendredi, alors donc... on renforce les cas d'investissement, enfin les tendances auxquelles on croit. Alors, on renforce les tendances dans lesquelles on croit. On a aussi eu d'autres investissements qui ont été faits ou qui sont en cours de réalisation sur d'autres secteurs, puisque ça ne vous a pas échappé. Dernièrement, on a eu aussi les publications du 3e trimestre, dont certains pans ont déçu aux États-Unis. Je pense notamment aux réseaux sociaux, pour ne citer que. Et on voit que les performances de certains titres ont été vraiment en décalage avec le reste du marché. Et on voit en parallèle que, pour autant, ça a été des grands bénéficiaires de la pandémie. Donc, même si on ne le souhaite pas, un retour de mesures plus difficiles, de confinement, pourrait clairement jouer à la faveur de l'appréciation de ces titres. Et d'autre part, on en parlera peut-être plus tard aussi sur d'autres thèmes, mais entre le métaverse, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ce sont là aussi des secteurs qui nous semblent extrêmement porteurs sur le long cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas, évidemment, mais globalement, on considère que Apple a fait un cadeau à des investisseurs qui souhaiteraient investir maintenant avec leur amélioration les paramètres qui permettent de piloter, c'est ça, les données, la privacy chez Apple. On a vu que ça avait résulté de manière catastrophique chez ces boîtes, puisque la majeure partie des utilisateurs ne veulent pas être traqués. C'est Snap qui avait un peu sonné l'alerte sur sa publication du 3e trimestre sur cette idée de Armageddon. C'est ça. Tout à fait. Et pour le coup, il est vrai que ça donne loisir à repenser un certain nombre de business models, notamment pour la croissance de ces titres-là. Mais en parallèle, ça a clairement des plateformes de demain. Et je me souviens aussi de l'époque où Facebook s'est introduit en bourse. Ça a mis des années avant de générer vraiment des émules, et le titre faisait que baisser parce que tout le monde se demandait mais comment ce groupe va-t-il gagner de l'argent. Aujourd'hui, je crois que c'est plus un souci pour personne, le sujet de la rentabilité de Facebook. Ils en gagnent même trop, peut-être, en goût de certains. 2012, l'introduction en bourse la plus catastrophique de l'histoire, peut-être, Facebook. Sur l'intervention de marché un peu tactique, là, Adrien, est-ce qu'il y a eu des choses à faire dans un sens, dans l'autre? Non, on n'a pas fait grand-chose, nous, chez Mandarine. On s'est beaucoup posé la question de, effectivement, quel impact sur le décalage peut-être de scénario de remontée de taux, qui, moi, à mon avis, est un enjeu pour 2022 en termes de construction de portefeuille, mais qui était finalement déjà un enjeu pour 2021. Donc, en fait, j'allais dire, par rapport à ces sujets de réouverture, de confinement ou de scénario de reflation, nos portefeuilles, déjà cette année, en fait, est déjà assez équilibré, parce que c'était un sujet sur lequel, je pense, il était difficile de trancher, sur lequel on a eu des allers-retours assez marqués suivant les trimestres. Donc voilà, finalement, nos portefeuilles sont déjà assez équilibrés sur ces enjeux-là. Et pour l'instant, on n'a pas envie vraiment de changer cet équilibre-là pour l'année prochaine. Oui. Et donc, ça veut dire que le risque pandémique, de stop and go, d'arrivée de nouveaux variants qui sont, je ne vais pas dire Black Swan, mais qui sont toujours, c'est des risques, des tail risks, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça peut être le petit risque, mais
qui se matérialise et qui fait de gros dégâts, ça reste quelque chose qui va guider les stratégies et les portefeuilles en 2022. On peut le traduire de deux façons. On peut avoir une exposition directe aux grands bénéficiaires effectivement d'un retour de la pandémie. Bon, là, on est un peu plus circonspect parce qu'il y a des niveaux de valorisation qui nous posent un peu question et puis une soutenabilité, quand même, des niveaux de croissance qui, à mon avis, sont un sujet à un peu de déception. Mais par contre, c'est plutôt, par exemple, sur la partie très industrielle ou cyclique, plutôt, je lis justement les enjeux de réflation, plutôt favoriser des industries qui passent plutôt bien à travers le sujet de confinement. Je sais pas, un secteur comme l'agriculture, la construction, le BTP, c'est des industries qui, visiblement, même quel que soit le scénario et le contexte de reconfinement, je ne les vois pas avoir un gros impact sur leurs activités au quotidien et leur capacité à ne pas délivrer les carnets de commandes qu'ils ont engagés depuis 12 à 18 mois. Donc voilà, c'est plus une gestion effectivement du risque de nos expositions industrielles et cycliques, parce qu'effectivement, si ça doit avoir un impact économique, autant essayer de le limiter par rapport à nos expositions cycliques. Mais c'est intéressant parce qu'on a identifié, encore une fois, ces 18 mois d'expérience pandémique ont permis d'identifier des secteurs décorrélés justement de la situation épidémique. Complètement. Moi, je trouve que l'agriculture, c'est un sujet très très intéressant. Il n'y a aucun agriculteur qui, pendant ces 24 derniers mois, n'a pas pu travailler. Avec une demande qui est toujours plutôt bien orientée, avec des enjeux d'offre-demande de matières premières qui sont toujours agricoles, qui sont toujours plutôt favorables. Ils ont engrangé depuis 2 ans des bonnes récoltes, donc un pouvoir d'achat important. Donc, si vous avez des équipements agricoles aujourd'hui à vendre, oui, je pense que vous avez un cycle devant vous qui est tout à fait agréable. Donc, et c'est un secteur qui bénéficie plutôt d'un scénario de reflation, puisqu'effectivement, plutôt cyclique et bien adapté aux enjeux de l'inflation. Ouais. Igor, sur les grands enjeux 2022, là, à travers l'expérience Covid. Peut-être pour revenir sur qu'est-ce qu'on pouvait faire le vendredi, moi j'ai l'impression pas grand-chose. On avait désensibilisé certains profils ou portefeuilles d'une dizaine, quinzaine de pourcents aux actions, pas en prévoyant la baisse de Micron, mais tout simplement parce que les performances étaient quand même très bonnes. Et donc ça... Il y avait déjà une logique de prudence avant même l'explosion de la situation. Quoi. Je dirais tout simplement, après des performances, d'en engranger une partie, de les laisser en cash, fin d'année, des conditions de liquidité qui commencent à devenir assez moyennes, et puis après le 15 décembre, ça ne traite plus sur les marchés. Donc ça, on avait déjà engrangé ce processus. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il va falloir s'adapter à un nouveau scénario monétaire en 2022. Bon, là, il y a un petit risque sur le scénario macroéconomique, c'est-à-dire que la grande question, c'est est-ce que ce variant, la reprise de la pandémie, va avoir une influence sur le scénario macro qui se transcrit immédiatement en micro, enfin immédiatement, à quelques trimestres près. Donc je dirais que moi, il n'y a pas d'urgence à racheter des choses. On reste sur les actions qu'on sélectionne, toujours confiants. Bon, on va parler de Schneider, mais on peut parler de Vinci, mais même du luxe en fin d'année. On a vu les problématiques chez Laurent Perrier, de commandes, de champagne qui explosent. Il y a quand même des industries et des produits de consommation qui sont très demandés. Donc je pense qu'effectivement, tactiquement, on reste sur des valeurs qui nous plaisent et qui vont traverser cette nouvelle vague épidémique, mais en termes de pondération action, je ne vois pas trop l'intérêt de remettre beaucoup d'actions d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Il n'y a plus de résultats, les données macroéconomiques, on les aura très peu d'ici. Il faut avoir, entre guillemets, l'impact du variant pour commencer à se dire, oui, finalement, il n'y aura peut-être pas 4,5% de croissance mondiale, mais 4 ou 3,5. Là, ça change un peu le paradigme, parce que ça fait des bénéfices en moins. Ouais, quand même, ce qui est même gênant, c'est des niveaux de valorisation qui sont déjà un peu tendus, même avec la correction, et qui se tendraient un peu plus. Ce que sous-entend Jérôme Powell, qui a été le premier, enfin les banquiers centraux ont parlé, évidemment, mais Jérôme Powell témoigne devant le Sénat en ce moment, c'est quand même l'idée que Omicron ou d'autres variants ou une résurgence forte de l'épidémie, c'est évidemment négatif croissance, mais c'est peut-être positif inflation. Et donc, avec une déconstruction des chaînes de valeur ou des perturbations des chaînes de valeur qui restent en place plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est un peu l'idée stagflationniste qu'on n'a pas trop envie de tester d'une certaine manière. Mais qui est un discours qu'on entend à peu près à chaque crise. Ouais. À chaque crise, on se dit on va avoir pas de croissance et puis si l'inflation se réveille. Mais depuis quasiment 20 ans qu'on a des grosses crises, ça ne s'est pas vraiment produit. Non. Mais moi, je vois l'inflation et les problèmes de goulet d'étranglement comme un vrai sujet. Un sujet d'emploi, un sujet d'investissement. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont en bénéficier. Et on verra, mais je trouve que la question macroéconomique reste quand même centrale. Les marchés, c'est des sismographes. Donc là, ils nous ont envoyé une secousse. Et puis, ils peuvent nous envoyer une autre secousse si le variant Omicron, il n'est pas très bien traité par le vaccin. Et puis, s'il y en a un autre, donc ils nous enverront des secousses. Mais le scénario pandémique, ce n'est pas un scénario nouveau.
Certains disent que les pandémies, toutes les pandémies humaines, au bout de 3-4 ans, finalement, disparaissent ou sont plus ou moins Il y a un intégrées. cycle, quoi. Voilà, il y a un cycle. Bon, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne peux pas infirmer, confirmer. Mais ce n'est pas un risque nouveau. En revanche, il va y avoir des petites piqûres de rappel, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, des marchés, sur chaque fois qu'il va y avoir une communication plus ou moins positive ou négative sur les systèmes hospitaliers qui sont en surcharge, le traitement par le vaccin, etc. Bon. Et quand vous dites il va falloir intégrer un nouveau régime monétaire l'an prochain, à quoi vous pensez ? Non, on s'était préparé. Ah, finalement, c'était d'accord. Après, ça, c'était avant vendredi, alors, avant. d'accord. Donc, si maintenant il y en a un nouveau, il faudra se préparer, mais ça ne sera pas forcément favorable aux actifs risqués, parce que, à force de baisser, de monter, de dire qu'on va monter, de baisser, là, je crois qu'on est quand même rentré dans une phase où les investisseurs regardent les bénéfices des entreprises. Bon, c'est terminé la phase de recovery après le grand crack. Là, on va vraiment avoir le test grandeur nature. Régime de croisière, quoi. Disons qu'on a une vraie problématique d'activité économique qui peut être contrainte. Et comment ça se transcrit et quel est le prix ? Évidemment, si on baisse les taux, on va se donner un petit peu plus de latitude pour la valorisation. Mais la valorisation, ça supporte assez mal les révisions drastiques ou fortes de baisse de bénéfices. Tiens, gardez la parole, Igor, et puis Adrien, sur le sujet Schneider, alors qui semble traverser très bien cette journée et cette année 2021. Le titre doit être au plus haut historique. C'est ça, plus de 3% de hausse aujourd'hui, avec la présentation des objectifs moyen terme 2022-2024, et la journée investisseur qui va avec, qui a emballé visiblement les investisseurs qui ont pu suivre la conf de Schneider. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le cas d'investissement Schneider Electric, En fait, c'est un domaine d'activité, c'est un peu nos GAFA. En fait, ces valeurs Schneider. Alors, je prends deux exemples. On n'a pas beaucoup de technologie en Europe. Il y a en gros les semis, STM, Infineon. Et puis, il y a les sociétés un peu qui sont dans le B2B, dans l'industrie, la chaîne industrielle. Et Schneider en fait partie. Donc là, on est dans une triptyque avec efficience énergétique, automation, croissance en Asie, parce que c'est quand même une valeur qui est très exposée hors Europe, même si sa base est en Europe. Vous vous souvenez, c'est un des premiers managements qui est parti en Hong Kong, Jean-Pascal Tricoire. Et puis, c'est très bien géré. Je regardais la séquence de résultats. C'est vrai que pendant un certain temps, c'est une société qui a eu du mal à faire progresser sa marge opérationnelle. Et puis là, on voit qu'elle progresse tous les ans, qu'il y a encore de la marge, quelques dizaines de points de base sur les 2-3 prochaines années. Il y a de la croissance, pas trop, mais c'est très solide, c'est pas endetté. C'est pas très bon marché, il faut reconnaître. Ouais. Mais il faut aussi dire que le travail est très bien fait. Je veux dire, quand il n'y a pas de dette au bilan, que vous avez 15, 16, 17% de marge opérationnelle, des croissances organiques de chiffre d'affaires entre 5 et 8%, on ne va pas reprocher à une société de faire une croissance de bénéfices qu'on surpaye un peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont bien positionnés et ils ont arrêté de faire trop d'acquisitions un peu trop dilutives. Et dans l'idée où la marée monétaire, budgétaire se retirerait un petit peu l'an prochain, c'est le genre de valeur qui a des atouts justement à faire valoir pour le niveau de valorisation, surperformer. Le niveau de valorisation n'en est pas un, clairement. Non. En revanche, mais bon, on voit que tout ce qui est cher est toujours plus cher, généralement. Mais la croissance des agrégats opérationnels, c'est la clé. Alors, on peut avoir un niveau de valorisation peut-être un peu moins favorable, mais il ne faut pas oublier que si les taux montent, les sociétés qui ont de la trésorerie, c'est bon pour elles aussi, parce qu'il y a beaucoup de trésorerie inemployée chez les très très grandes sociétés qui sont plus riches que des États aujourd'hui. Adrien, force et faiblesse du cas d'investissement Schneider, après l'Investor Day du jour. Moi j'aime bien la phrase, c'est nos GAFAM. Vous mettez Schneider dans cette idée-là. C'est une saga industrielle incroyable. C'est déjà le personnage. Moi je me souviens de la passation de pouvoir entre Henri Lachmann et Jean-Pascal Tricoire en 2006. Je crois que c'était un de mes premiers meetings. C'est impressionnant. C'est quelqu'un qui a fait ses études dans une école d'ingénieurs tout à fait... j'ai rien à lui reprocher, mais plutôt pas particulièrement connu, qui a fait toutes ses classes sur le terrain et qui est devenu PDG de Schneider très très jeune, parce qu'il avait passé beaucoup de temps notamment en Chine. Je crois qu'il avait travaillé 5 ou 6 ans en Chine pour Schneider. Et c'est une histoire de transformation d'entreprise qui est incroyable en termes d'acquisition, d'expansion géographique, de montée des logiciels au sein de ces métiers-là. C'est vrai que c'est très impressionnant. Oui, l'histoire de Schneider aujourd'hui, alors évidemment, elle a été portée par Henri Lachmann,
grand patron de Schneider jusqu'en 2006, j'avais plus la date en tête, mais c'est au moment de la transmission déjà que le nouveau Schneider, l'embryon du nouveau Schneider est présent. Prend ses racines parce qu'il y a des décisions de cession d'actifs. Il y a déjà en 2006-2007, je me souviens très bien des présentations très vertes où l'enjeu climatique, enfin du moins environnemental, est déjà bien matérialisé avec la volonté de développer des produits qui répondent pas mal à ces sujets-là. Donc oui, aujourd'hui, ce 5 à 8% de croissance, quand on le remet à ce qu'était la croissance de Schneider à cette époque-là, c'est 2 à 3 fois la croissance de l'époque. Avec des sauts, des années très difficiles. Très difficiles en termes de cyclicité, mais par contre, effectivement, une transformation du portefeuille et du métier qui est assez impressionnante. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, là aussi je reprends le mot GAFAM, c'est la force de Schneider. Je pense qu'ils sont américains aux États-Unis, chinois en Chine et européens en Europe. Et dans un monde qui est de plus en plus protectionniste, notamment sur les technologies liées à la transition écologique énergétique, je pense que c'est un groupe qui réussit bien parce qu'effectivement, il est implanté localement, il travaille avec les entreprises chinoises en Chine, américaines aux États-Unis, vraiment dans du B2B, dans du partenariat pour les aider à adresser tous ces sujets-là. Et oui, je pense que ça en fait un beau champion. Après, vous rajoutez à ça, oui, une perspective, une notation extra-financière et une appréciation de tout ce qu'ils font sur ces dimensions-là qui sont assez impressionnantes. Moi, je l'ai juste vu sur le sujet de la biodiversité que j'ai un peu travaillé, où c'est clairement l'entreprise en Europe qui a essayé déjà de présenter des choses et des ambitions pour adresser le sujet de la biodiversité. Comment ils objectivent là, ce sujet de la biodiversité, s'ils sont en avance, pionniers en la matière, qu'est-ce qu'il y a à retenir justement des best practices de depuis Schneider 2019, ils essayent de quantifier les empreintes qu'ils ont, les pressions qu'ils exercent sur la biodiversité. Ils se sont donné un objectif de 2030 de réduire, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais de moitié leur pression sur la biodiversité et d'être à terme net gainer. Donc ils sont déjà vraiment très en avance. Et en fait, le faire pour leur propre périmètre, ça les aide énormément à réfléchir à quel type de produits ou de solutions ils doivent proposer à leurs clients. Donc c'est un cercle extrêmement vertueux. Est-ce que j'ai en tête une phrase du CFO de Thales, c'était il y a une dizaine de jours dans un forum sur le futur de la finance, Future of Finance, qui dit voilà, on est en train de reconcentrer tous les sujets carbone, de mesures carbone au niveau des directions financières parce que dans un avenir très proche, comme le marché nous sanctionne quand on rate un objectif trimestriel financier, si demain on rate un objectif carbone sur une année ou sur un trimestre, le marché nous sanctionnera de la même manière. Oui, alors ça sera plus difficile quand même de le quantifier tous les trimestres parce qu'on se pose toujours des questions sur la véracité des chiffres qui nous sont présentés, sur les émissions carbone et sur les audits qui sont faits vraiment pour les mesures. Mais oui, c'est évident. Les mauvaises pratiques vont être très sanctionnées. Voilà, ça c'est sûr. Et de toute façon, on le voit dans les marchés. Il y a une vraie dichotomie progressive entre les entreprises qui délivrent aussi sur leur trajectoire et sur leur stratégie climatique environnementale de celles qui ne le font pas. Donc oui, c'est certainement un des sujets clés. Moi, ça m'étonne de dire que c'est pas encore aujourd'hui au sein des directions financières parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on leur pose déjà la question de qu'est-ce que vous mettez comme scénario de prix CO2 dans vos prochains investissements. Parce qu'il faut prendre en compte le coût de la pollution et que la rentabilité que vous estimez de votre actif dans 3-4 ans, elle devra prendre en compte le coût de la pollution. Enfin, il dit qu'il passe 90% de son temps sur le carbone, le CFO de Thales. Voilà, c'est étonnant. L'essentiel de son temps est consacré au carbone aujourd'hui. Tiens, sur les sujets micro, Antoine, alors je sais pas, je notais, Constance Associés, vous avez un focus très américain évidemment. Moi, une nouvelle que j'ai trouvée intéressante, c'est le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui, alors lui, s'allège, et pas qu'un peu, puisqu'il vend la moitié de sa position au capital de Microsoft. Il a vendu, alors j'ai noté, 840 000 actions quasiment, pour un total de 285 millions de dollars. C'est la plus grosse cession d'une participation pour Satya Nadella en tant que PDG de Microsoft. C'est toujours intéressant de suivre quand même un peu les insiders, ce qu'on appelle les insiders dans leur gestion de leur participation au sein de leur entreprise. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que c'est un signal négatif qui est envoyé de ce point de vue-là par le PDG de Microsoft ou pas forcément ? Alors, un signal négatif, non, s'agissant de Microsoft. Pour le coup, là, il y a une petite subtilité qui est que l'État de Washington va introduire une taxe sur les gains de capitaux long terme à partir de janvier 2022, et cette taxe sera de 7%. Et donc, je pense que M. Nadella a souhaité peut-être offrir à ses proches de belles vacances de fin d'année en procédant à une cession. Mais effectivement, vous soulevez un sujet qui est quand même très important. Ce sont ces fameuses ventes d'insiders qui sont révélées sur le tard. Bon, Elon Musk avait pris tout le monde de court en l'annonçant sur Twitter par le biais d'un sondage, mais effectivement, ça peut poser des questions par moment sur, est-ce que le CEO, est-ce que le dirigeant sent le vent tourner pour sa société ? S'agissant de Microsoft, encore une fois, là, je ne pense pas. Ils sont très bien installés. Toutes les divisions sont plutôt vraiment efficaces et arrivent à croître au-delà des attentes. Donc là, je pense que vraiment, il y a un timing de fiscalité qui rentre en compte. Mais c'est vrai que sur d'autres dossiers, ça peut être un cas intéressant
intéressant à observer. On voit d'ailleurs certains titres perdre beaucoup quand on a la divulgation 1 ou 3 mois plus tard des ventes d'actions par leurs dirigeants. Mais vous dites, le Microsoft, d'une certaine manière, est plus fort. L'entreprise, le cas d'investissement Microsoft est plus fort que la gestion par le CEO de sa participation au capital. Alors là, totalement, puisque ça a été annoncé lundi, et lundi, Microsoft prenait 3%, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Avec les achats d'actions sont presque Igor. plus intéressants de la part de dirigeants que les ventes. Même si théoriquement ça ne devrait pas, mais quand un dirigeant rachète vraiment, ça donne peut-être plus envie à un investisseur d'acheter. La vente, ça passe parfois justement par des considérations fiscales et ça tombe au milieu d'une journée où il y a d'autres sujets, etc. Bon, sur la fin d'année, je ne sais pas, vous m'avez dit, Igor, il faut qu'on parle de Noël. Oui, Non parce que cette année, c'est le 24 décembre, donc, Oui. ou le 25, ça dépend des familles. Non, mais- Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que la période de Noël, pour pas mal d'industries, c'est quand même un très gros mois. On parle du retail, discrétionnaire ou pas. C'est Donc, intéressant parce que là, on a déjà les petits chiffres Black Friday, Cyber Ouais. Monday, qui sont alors un peu en dessous quand même de Voilà, l'année donc- précédente, de l'année 2019 Voilà, donc, même. c'est quand même, pour moi, c'est un peu le seul chiffre à se mettre sous la dent Ouais. sur ce mois, savoir si les achats de Noël vont plus que donner une tendance de consommation, mais refléter un sentiment de confiance chez le consommateur. On est dans des économies qui sont complètement conduites par le comportement du consommateur. Hein. Ouais. Donc c'est lui qui décide. Et c'est pour ça que c'est intéressant de déjà voir, parce que le Black Friday, Cyber Monday, c'est quand même des achats de Noël. Hein. Ah bah oui, bien sûr. En grande partie. Ouais. Donc on voit bien que peut-être l'environnement est un peu plus négatif aujourd'hui avec ces variants et que les ménages feront un peu moins. Donc tout ça, c'est des bénéfices en moins. À la fin, un marché action, ça observe la création de valeur qui vient de la macro, qui vient de la démographie. Quand on empêche les gens de bouger ou d'acheter, forcément, à un moment ou à un autre, ça se verra dans les bénéfices. Donc c'est pour ça que nous, on se dit il n'y a pas d'urgence à acheter le marché, parce qu'on va voir comment cette fin d'année se déroule. Et puis les questions monétaires vont se poser à l'aune de justement ces petits soucis macroéconomiques. Et Jérôme Powell l'a déjà un petit peu soufflé sur les marchés. Oui, il gère ses options, parce qu'effectivement, en fonction de l'évolution de la situation, les conversations de banque centrale en fin d'année pourraient être un peu plus compliquées que prévu. Déjà que les discussions n'étaient pas faciles avec, on a vu 6% d'inflation en Allemagne, 4,9% en zone euro. Temporaire, mais qui dure. Oui, qui dure pour des facteurs transitoires. Pour des questions de supply side notamment. Je voulais terminer avec l'idée du métaverse parce que alors ça devait être quand même l'événement demain sur les marchés, le ticker Facebook, c'est-à-dire le code boursier de Facebook, FB aujourd'hui sur le Nasdaq, devait devenir Meta, le nouveau nom donc du groupe Facebook, qui englobera demain la plateforme Facebook. Alors, pour une raison que j'ai pas encore bien compris, le changement de code de ticker est reporté à 2022. Ça nous empêche pas de s'interroger quand même sur l'avenir du métaverse. Est-ce que c'est un nouveau thème de marché, un nouveau champ d'investissement? Est-ce que c'est aussi nouveau que ce qu'on nous présente aujourd'hui? Adrien? Non, moi je trouve que Facebook veut nous faire croire que c'est un sujet aussi nouveau. Je suis mais désolé le fait de mettre un nom, c'est quand même, ça marque une date bien dans sûr, l'idée de la. Mais là, ça faisait un peu nom de variant, Meta. La réalité Peut-être que virtuelle, c'était pas etc. le bon moment. Je comprends que ça il y a existe, ça, mais on met un nom dessus pour la première fois. Oui, complètement. Mais je suis désolé pour le jeu de mots, mais c'est aussi un peu de la controverse à la métaverse. C'est-à-dire que Facebook, depuis 1 an et demi, est quand même sous le radar du régulateur, du sujet de maîtrise des informations, des données propriétaires. Voilà, il y a un enjeu quand même autour de Facebook qui est quand même assez important de ce point de vue-là. Donc oui, j'allais dire mettre le focus et jeter les lumières sur un sujet peut-être effectivement plus d'avenir intéressant avec un potentiel de croissance intéressant. Je trouve ça malin, intelligent, mais je ne pense pas que ça effectivement crée là demain un marché gigantesque en termes de potentiel d'investissement. D'ailleurs, il y a quelques grands brokers sur le marché qui ont commencé à faire des analyses pour trouver le nombre de valeurs qui sont exposées à la thématique des métaverses. Ouais. Bon, on va dire que le panier n'est pas très très large pour l'instant. On a même fini par sortir Essilor en Europe en disant que peut-être qu'un jour, avec des technologies liées
à leur technologie du VR, ils pourraient participer à la réalité virtuelle. Voilà. Donc, bon, voilà, moi je trouve que c'est assez conceptuel aujourd'hui. Je comprends les enjeux, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, tout ça sont effectivement des technologies qui sont tout à fait intéressantes. Mais de là en faire aujourd'hui un marché visible avec des acteurs implantés, avec une visibilité sur la croissance, j'ai encore des doutes. Mais voilà, c'est trop embryonnaire, c'est trop conceptuel, comme vous dites, à ce stade pour vous. Facebook me montrera le contraire, mais certainement. Mais voilà, je vais le dire autrement. Oui, si on voyait les équipes de recherche de Google, les équipes de recherche de Facebook, effectivement, les équipes de recherche de Microsoft considéraient que c'était un sujet d'avenir et investir fortement, là, peut-être qu'on verrait effectivement quelque chose de plus important. Enfin, moi, je le dis souvent, je préférais que ces grands groupes américains réfléchissent à leur contribution climatique, environnementale, et essayer de développer des technologies ou des solutions sur ces sujets-là. Ils sont les plus grands exploitants de data centers au monde. Ils sont extrêmement polluants. Heureusement que Schneider vient leur proposer des solutions pour dépolluer leur Mais vous leur dites quoi alors arrêtez d'innover, arrêtez de viser la Lune. J'ai pas 5% arrêtez de viser la Lune. Bah attends, c'est ce qui a fait tout l'intérêt de ces groupes, de leur puissance financière, d'un coût de l'erreur qui était ridicule et qui leur permet d'aller sur la Lune, quoi. Oui, nul. Non, mais je suis d'accord. D'aller sur la Lune. Vous me cassez quelque chose. Non, mais je vais pas casser la volonté d'innover. C'est évidemment. Tout pour le climat, bien sûr. Évidemment qu'il faut pas. Enfin, voilà, je trouve qu'on caricature souvent Elon Musk. Elon Musk, je trouve qu'en termes d'apport sur ces sujets environnementaux climatiques, il a une vision qui me semble plus vertueuse que ce que portent d'autres grands groupes américains, notamment la technologie. C'est ma vision personnelle. Mais je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et je suis intéressé de voir quelle serait la réaction des actionnaires de Facebook et des autres actionnaires de grands groupes à qui, pendant très longtemps, on a demandé de faire du buyback. J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, c'est un peu moins l'impression. Il y a moins d'activistes, en tout cas, qui viennent mettre la pression à ces grands groupes pour faire du buyback. Et pourtant, c'est ce qu'ils font Ils continuent à faire. Oui, c'est ça. Mais bon, ça veut dire qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire en termes de d'innovation. Voilà, bon. Igor ? C'est difficile de ne pas penser au métaverse quand on voit qu'une grande partie de la population vit virtuellement à travers ses comptes Instagram, Snapchat, Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un informaticien canadien l'été dernier qui a fait un deadbot, un chatbot de sa compagne qui était décédée et qui l'a fait vivre et qui l'avait paramétré pendant quelques semaines, ce qui montre bien que l'être humain va aller tester en fait la réalité virtuelle augmentée ou la réalité irréelle, pour prendre un mot un peu tiré par les cheveux. Mais boursièrement, c'est difficile de dire ce que ça va donner. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme à une époque, la génétique, l'être humain va aller chercher. Vous vous dites pas c'est une révolution comme Internet il y a 20 ans ? Non, mais c'est un prolongement. Mais dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a déjà une machine intelligente. Ouais. Donc ce que l'homme imagine ou invente, il cherche à le réaliser. Donc aujourd'hui, on est dans les phases de test. C'est Facebook qui, effectivement, n'a pas de considération de climat, mais est plutôt dans un schéma de pensée transhumaniste, enfin, tous ces thèmes-là, qui sont des thèmes qui sont des thèmes, heureusement ou malheureusement, mais tout à fait modernes de nos sociétés. Bon, sur le métaverse, alors effectivement, il faudra peut-être d'abord avoir traité la question du climat pour qu'on puisse tous profiter pleinement du métaverse dans les décennies à venir. Sinon, on sera tous virtuels. Mais voilà, c'est ça. Il y a quand même une hiérarchie des priorités de ce point de vue-là. Mais qu'est-ce que vous en dites, Antoine ? Alors, le métaverse, nous, on pense que c'est un terme fourre-tout. Et c'est ça qui induit une certaine confusion. Et je partage l'avis de mes confrères sur le fait qu'aujourd'hui, on voit peu d'applications concrètes sur un métaverse qui serait, quelque part, un décuplement dans un univers virtuel où on aurait tous des avatars, etc. Pour autant, et là je pense qu'on a une nuance assez importante, c'est que nous on croit beaucoup sur toutes les technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle, qui vont avoir des applications massives dans des secteurs qu'on ne soupçonnerait pas. Alors ça va du retail où sur Snapchat vous pouvez essayer vos chaussures à l'avance ou vos lunettes de soleil, mais ça c'est anecdotique et c'est même gadget. Mais pour autant, je pense par exemple au monde de l'immobilier où vous avez beaucoup de sociétés aujourd'hui, elles travaillent sur ce qu'on appelle des computer design, donc c'est-à-dire des logiciels de design d'immeubles. Et aujourd'hui, vous pouvez faire un jumeau virtuel pour aller confronter en temps réel la construction de votre immeuble avec ce qui avait été fait sur plan. Ça c'est pas ce que fait Dassault Systèmes depuis déjà un moment. Dassault Systèmes le fait sur le côté design. Ouais. Vous pouvez ensuite aller avoir les mesures de cote et pouvoir comparer que ce que votre promoteur est en train de fabriquer est bien conforme à ce qu'on vous a conçu sur votre logiciel Dassault. Vous avez aussi tout ce sujet sur les assurances immobilières notamment, où demain, vous pourriez avoir
Aujourd'hui, vous avez un dégât des eaux, vous appelez. Si ça n'atteint pas la valeur de franchise, on vous rembourse. Demain, on peut directement, via une virtualisation de votre caméra d'iPhone ou de téléphone, vérifier ce qu'il en est et attester avec beaucoup plus de pertinence du diagnostic et des remboursements à donner ou non. Et ça, c'est une des thématiques, mais on les retrouve sur les infrastructures, à savoir, vous avez typiquement, prenons l'exemple du gazoduc qui traverse l'Europe entre la Russie et l'Allemagne. Vous avez certaines régions très peu peuplées. Si vous avez une panne demain ou un sujet, vous pouvez aller voir virtuellement ce qu'il en est pour ensuite envoyer directement les bonnes équipes sur place pour le réparer. Et donc, il y a beaucoup de potentiel, que ce soit les visites d'appartements virtuels. Enfin voilà, vous avez plein de champs d'application qui peuvent se faire sur toutes ces réalités augmentées. Alors, je ne suis pas en train de parler de valorisation et il est clair qu'aujourd'hui, les niveaux de valo sont extrêmement élevés. Pour autant, il y a un véritable potentiel d'application qui peut se faire, que ce soit sur les infrastructures, sur le construction, sur le retail, et ça on en parlait. Et évidemment, les cas d'école, ça va être les films, les jeux vidéo, tout ce qui est univers virtuel déjà, où là, bien évidemment, c'est un pas en avant encore. Et Facebook un pas supplémentaire par rapport à Oculus, notamment. Ouais. Bon, on s'arrêtera sur le métaverse pour conclure cette discussion de marché avec vous trois. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Antoine Post, gérant de portefeuille chez Constance Associés. Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne.